salut à tous, me revoilà pour une nouvelle petite masterclass en fait, qui vient de me traverser l'esprit, surtout à cette période de coronavirus, de plein de problèmes qui nous agitent l'esprit et qui nous font chier tous les uns autant que les autres. Donc je me suis dit c'est le moment de partir sur d'autres sujets et je suis venu vous parler de la manière dont on écrit un roman, tout simplement avec ma petite expérience d'auteur. Voilà, j'ai écrit pour l'instant à peu près 7-8 bouquins et voilà, je voulais vous parler de ça en 7 étapes principales. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça peut représenter en fait, voici déjà à quoi pouvait ressembler la première version de mon roman, le tout premier tome de Myriande. C'était ceci, vous voyez, ça c'était Myriande, qui tenait en à peu près 70 pages. C'était la version presque scénaristique du roman, avant qu'il devienne autre chose. Voilà, c'était tout fin, tout petit, que j'ai voulu garder comme une sorte de totem. Ensuite, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu cet ouvrage-là, celui-ci, que j'ai publié aussi via The Book Edition. Donc tout à fait un compte d'auteur, c'était pour me faire plaisir en attendant de faire mieux. Pour le coup c'était autre chose, c'était cette épaisseur là, donc un beaucoup plus gros morceau comme vous pouvez le voir. Ensuite, hop, qu'est-ce que c'est devenu? C'est passé par Le Diable Vauvert en 2010 et c'est devenu ceci, avec les bien plus belles couvertures réalisées par Didier Graffet, qui était une très belle version aussi, qui était bien costaud, 560 pages. Un bel ouvrage. Pour finir avec quoi? Avec l'ouvrage édité par Ulule via le crowdfunding, qui s'est retrouvé ici avec la réédition, à peu près la même épaisseur et avec des illustrations en plus pour ce tout dernier tome pour l'instant. Voilà, donc tout ça pour faire un petit prologue sur le sujet de comment écrire un roman. Donc en cette étape, je veux dire que la première, c'est vraiment la passion qui va vous porter tout le long de l'écriture de ce livre, tout au long de sa fabrication, de sa création, de son imagination. C'est un travail intense, donc il ne faut pas sous-estimer la charge et surtout il faut se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi on écrit ce fameux livre. Est-ce que c'est pour se faire plaisir? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour être lu par des centaines, des milliers de personnes? Est-ce que c'est pour se soigner de quelque chose de personnel? Est-ce que c'est pour partager simplement avec vos proches, tout simplement? Voilà, c'est toutes les questions qu'il faut se poser avant de démarrer l'écriture du livre, à se dire, voilà, j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, mais quelle destinée exactement je lui donne? Qu'est-ce que je veux en faire au final? C'est ça qu'il faut se poser comme question avant de se lancer cette grande aventure qu'est l'écriture, qui va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup de vous-même. Et je pense que c'est la première question à vous poser. Le second sujet, c'est qu'il faut faire preuve, bien évidemment, d'imagination. Alors évidemment, on peut écrire dans des genres très différents. Moi c'est vrai que j'ai surtout écrit dans le genre fantastique, dans la fantasy, mais quoi qu'il en soit, à moins de raconter votre vie, que vous connaissez très bien par la force des choses, et qui n'intéressera pas forcément non plus grand monde, c'est pourtant ce que j'ai fait avec un de mes bouquins, mais disons que j'ai pris un certain recul pour y amener des choses qui parlent un petit peu à tout le monde, mais d'une manière générale, vous allez devoir faire preuve de créativité, d'inventivité, et donc développer votre imaginaire de manière à raconter une histoire qui sorte de l'ordinaire justement et qui va pouvoir intéresser un maximum de monde. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une idée qui ait une résonance quelque part un petit peu universelle, vous allez avoir un peu plus de chances d'attirer l'attention des lecteurs et par là même d'un éditeur. Le troisième point consiste à développer une technique d'écriture. Alors ça vient pas tout seul. Ça demande un certain travail, une certaine expérience. Il faut développer une structure narrative en fait, et donc une manière de savoir travailler un texte. Ça veut dire développer une intrigue principale, ça veut dire aussi développer des intrigues secondaires, et donc ça veut dire aussi
développer un squelette, le squelette de votre histoire qui va s'articuler en fait d'une manière bien particulière. Moi je sais que j'ai été amené la plupart du temps à écrire sur papier libre le synopsis en fait, de mon histoire, de quoi ça va parler, quels sont les grands sujets qui vont être évoqués à travers les personnages. Et après, la seconde phase, c'est le synopsis développé, où à ce moment-là, je vais créer plus ou moins en fait, des chapitres, on va dire une séquence comme dans un film en fait, enfin un séquentiel plus précisément, un séquentiel qui va me donner une idée plus précise des événements qui vont se produire au fur et à mesure de l'histoire, et à travers évidemment les personnages et leurs évolutions respectives qui sont complètement intriquées en fait les unes aux autres. Donc tout cela demande à se créer un style, ce qui n'est pas une chose forcément facile. Il faut savoir qui parle et comment. Par exemple, on peut prendre le parti que ce soit à la première personne. Donc le récit raconté à la première personne, ça a un côté plus inclusif en fait par rapport au lecteur qui va se sentir davantage concerné. Par contre, il faut savoir que si vous choisissez la première personne, vous allez avoir un seul point de vue qui va être développé. Donc si vous sortez du cadre de la première personne et du coup vous foutez en l'air plus ou moins votre récit. Donc il faut bien savoir à l'avance que votre récit sera développable uniquement à partir de la personne qui le raconte et pas de tierces personnes. Sinon vous avez la possibilité, c'est celle de la troisième personne, qui va vous permettre d'avoir plusieurs points de vue. Pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, vous pouvez avoir le point de vue des personnages et vous pouvez à d'autres moments avoir le point de vue d'un personnage secondaire. Tout est possible pour le coup avec ce choix-là. Il faut être aussi capable de répondre à ces questions. Où est-ce que ça se passe? Quand ça se passe? De quelle façon? À quel moment? Avec qui? Ça, ce sont des éléments super importants qui vont vous permettre de cadrer vraiment votre récit, de savoir où vous allez, à quelle époque ça se passe, dans quel univers, est-ce que c'est le monde réel, est-ce que c'est un monde parallèle, est-ce que c'est un monde du passé, de l'avenir, de l'anticipation. Ça, c'est primordial pour savoir où vous allez. Et bien sûr, les personnages, savoir qui vous mettez en scène, quels sont leurs impératifs. Ça, je reviendrai plus tard, mais pouvoir cadrer ce moment-là et savoir aussi pourquoi. Pourquoi vous racontez cette histoire, quel est son but final, par quoi ça commence, par quoi ça va passer, par quoi ça va se terminer. Surtout par quoi ça va se terminer en fait. Parce que si vous n'avez pas l'idée dès le début de la façon dont va se terminer votre histoire, quel va être le grand final, le grand climax de votre histoire, ça risque de vous poser un petit problème en route. Moi je sais que par précaution personnelle, puisque j'ai besoin de ça peut-être pour me rassurer quand j'écris, il faut que je définisse dès le départ comment va se terminer mon histoire. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnages? Qu'est-ce qui va se passer pour la solution, l'intrigue finale? C'est impératif pour moi de manière à ce que je ne me perde pas dans mon récit et que pour le coup, le lecteur ne s'y perde pas lui non plus. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est le fait, qui peut paraître un peu naturel, c'est le fait d'avoir suffisamment lu. Parce qu'il se trouve que je me suis rendu compte que pendant les périodes où ça arrive avec la vie, où je lisais moins d'autres écrivains, d'autres bouquins, quand je devais me remettre à écrire, j'avais un temps de latence plus ou moins long, où j'avais du mal à m'y remettre, où le rythme ou les phrases ne me revenaient pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, lire les autres, c'est une richesse aussi importante que d'écrire. C'est un travail qui est le même que celui d'écrire en fait. On s'enrichit des mots des autres, on s'enrichit de leur style, on s'enrichit de leur univers, de leur syntaxe, de leur manière d'écrire et de l'orthographe aussi pour celles et ceux qui ont peut-être des difficultés à ce niveau-là.
Ce fait de s'enrichir régulièrement d'œuvres différentes et variées, ça vous permet à vous, après quand vous vous mettez à écrire, d'être déjà imprégné de cet univers qu'est l'écriture et de vous y mettre beaucoup plus facilement en fait. Je pense que c'est important de le souligner parce que quand vous avez cette habitude de lire et non pas de suivre par exemple des séries télévisées ou des films ou des BD, etc. C'est tout à fait différent au niveau de ce qui se passe là-dedans. Quand vous avez l'habitude de lire, du coup, quand vous arrivez sur votre page blanche, les mots, le rythme, le style, tout ça va se mettre en place plus rapidement que si vous vous contentez seulement d'écrire. Je pense qu'on ne peut pas être écrivain sans lire d'autres auteurs. Je pense que ça, c'est une idée primordiale. L'architecture du roman, c'est un autre point, et je l'ai évoqué un petit peu précédemment, mais on a effectivement ce premier jet, qui est ce que moi j'appelle le squelette, qui vous permet vraiment d'établir le cadre de votre histoire. Et ensuite, le synopsis développé qui va vous permettre de chapitrer, de séquencer votre histoire de manière à la rendre la plus crédible, la plus carrée possible, de manière de ne pas vous y perdre tout simplement. C'est un moment important qui va vous permettre de revenir régulièrement sur le travail et justement de pouvoir régulièrement améliorer votre texte sans vous retrouver dans des crises de panique, d'anachronisme, d'incohérence, de choses qui ne vont plus du tout, même si, pour être tout à fait honnête, en ayant le cadre le plus carré possible, ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri, mais tout de même ça vous offre un cadre de sécurité qui vous permet d'avancer, de modifier, de corriger, sans avoir à tout reprendre de zéro. Ça, c'est essentiel. L'autre point que je voulais aborder, bien évidemment, ce sont les personnages. Les personnages, ce sont, en dehors de l'intrigue, les éléments qui vont rendre votre récit intéressant pour le lecteur. Et parfois, il peut se trouver que les personnages et leur interaction vont être peut-être plus intéressants que l'intrigue elle-même, ça peut arriver. Et donc du coup, il faut absolument travailler à fond vos personnages. C'est-à-dire que moi, je pourrais reprendre mon exemple, puisque je connais surtout le mien. Quand je travaille mes personnages, je sais que je vais les prendre un par un et développer au fur et à mesure leur histoire, d'où ils viennent, quelles sont leurs caractéristiques, leur apparence physique bien évidemment, mais aussi leur interaction dans leur propre milieu, leur interaction avec leur famille, avec leurs amis, avec la vie elle-même, quelles sont leurs qualités, leurs défauts. Je vais aller bien plus loin en fait que ce que l'histoire va pouvoir raconter, de manière à ce qu'il soit le plus présent en moi, de manière à ce qu'il soit le plus vivant. C'est essentiel, je pense, pour que du coup, quand vous allez arriver dans votre récit, vous soyez capable de les avoir vraiment tous en tête, ces personnages, et de pouvoir les faire parler, les faire interagir, sans vous poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'il dirait en de telles circonstances, qu'est-ce qu'il ferait, pourquoi il agirait comme ci, comme ça. Vous avez tellement avancé sur vos personnages, vous les connaissez tellement bien, que vous savez à l'avance comment ils vont réagir, aidé bien entendu du séquencier que vous aurez créé, comme on le crée pour un scénario. Voilà, c'est impératif, avec évidemment l'arc narratif que vous développez pour chaque personnage, même le plus insignifiant. Avec quoi il commence, comment il termine, savoir en fait quelle est son évolution tout au long du récit. Il faut que le personnage, d'une manière ou d'une autre, ait évolué entre le début et la fin de votre histoire, que l'intrigue qu'il a menée, que les rencontres qu'il a faites, l'ait amené à changer, à se transformer extérieurement, intérieurement, qu'il se soit métamorphosé d'une certaine façon pour justifier son chemin, son initiation tout au long du récit. Alors pour ça, je dois avouer que je me suis servi
de livres qui m'ont été très utiles à l'époque, que ce soit pour Myriande quand j'ai écrit la saga ou pour d'autres récits que j'ai écrits par la suite. Mais j'ai eu une vraie révélation avec un livre qui s'appelle Le héros qui a un visage, qui est de Joseph Campbell et qui définit en fait les grands archétypes de la mythologie. C'est un livre qui vous permet de mieux appréhender quels sont vraiment les grands archétypes en fait qui définissent les relations humaines et les personnages. C'est d'ailleurs un auteur qui a inspiré de grands autres auteurs et de grands réalisateurs. D'ailleurs, je pense à Spielberg, je pense à Lucas, des gens qui ont su très tôt s'inspirer de cette œuvre pour donner vie à leurs personnages et à leur donner toute cette dimension universelle qui, du coup, parle à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je pense que des personnages comme Luke Skywalker, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, 6PO, R2D2, pourquoi est-ce qu'ils ont tellement retenu notre attention et qu'ils sont autant restés dans notre imaginaire? C'est parce qu'ils sont des archétypes. Luke Skywalker, c'est l'archétype du héros, donc celui qui va développer vraiment l'histoire. Obi-Wan Kenobi, c'est l'archétype du mentor, qui est là pratiquement au début de l'histoire et qui va initier le héros sur son aventure. On a l'ombre. L'ombre, c'est Dark Vador, c'est l'anti-héros d'une certaine façon, dans le sens où il représente le miroir déformant de ce qu'aurait pu être le héros s'il avait fait les mauvais choix. Et c'est en cela que le méchant de l'histoire devient vraiment intéressant. C'est parce qu'il n'est pas méchant pour être méchant. Il faut garder en tête que ce personnage négatif qui va être très important dans votre histoire, il fait ce qu'il croit être juste, ce qu'il croit être bon pour lui, ou pour les gens qui sert, mais en aucun cas il ne se considère comme une personnalité négative. Et ça c'est très important quand on développe l'histoire, parce que du coup c'est ce qui va permettre de rendre votre méchant charismatique. Et plus le méchant est charismatique, plus votre histoire est bonne. Plus on va vous suivre parce que on a envie de savoir plus. On a envie de rentrer dans la personnalité complexe et torturée de ce personnage pour savoir qui il est, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et on va s'intéresser à lui. Et plus le méchant est bon, plus votre histoire sera bonne. Et parmi ces autres archétypes, je ne pourrais pas tous vous les citer, il faut que vous lisiez absolument ce livre de Joseph Campbell. Mais voilà, que ce soit 6PO R2D2, que ce soit dans mon bouquin Farf et Horos, que ce soit dans, je sais pas, il y en a tellement, dans Tintin, il y a les Dupont et Dupont, vous en avez pléthore, vraiment énormément. C'est ce qu'on appelle les tricksters. Les tricksters, ce sont les personnages qui vous permettent à un moment donné dans l'histoire de faire retomber l'attention. Ce sont ces personnages comme même dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez Merry et Pipin, c'est exactement le même système, qui vous permettent à certains moments, ils font avancer l'histoire, on est bien clair, mais en même temps, de temps en temps, hop, avec leur humour, avec leur manière décalée de voir des situations, ils vont faire retomber la pression et ils vont permettre de faire redémarrer l'histoire à un autre niveau. Et ça, c'est aussi, je pense, des personnages vraiment super importants dans une histoire qu'il faut penser à développer parce qu'ils vont amener un petit peu de légèreté, ils vont amener leur humour, leur dérision, et ça, c'est super important pour qu'on ait une histoire qui, de manière générale, plaise à tout le monde et où tout le monde s'y retrouve. La dernière partie concerne les dialogues. Les dialogues, alors c'est vrai, les dialogues c'est important. C'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Là c'est pareil, il faut les retravailler sans cesse, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la sensation d'avoir quelque chose de fluide, d'avoir quelque chose de naturel. D'autant plus que les dialogues, en fait, selon les personnages qu'on met en scène, ils vont donner une couleur bien particulière à ces personnages, puisqu'ils ne vont pas tous parler de la même façon. On peut se permettre d'ailleurs
des libertés concernant la syntaxe par rapport à leur manière de parler. C'est vraiment un des moments où on a toute cette liberté-là. Par exemple, le fait de supprimer certaines négations dans les phrases, ça peut suggérer en fait un côté plus citadin, un côté plus simple en fait de parler, et qui va amener en même temps pour le personnage une plus grande crédibilité. Après, il peut avoir un langage plus soutenu pour certaines personnes. Ça va dénoter pour le coup un côté plus hautain, plus bourgeois en fait. Il y a plein de registres de langage comme ça qu'on peut utiliser. Je sais aussi que moi par exemple je me suis amusé à inventer des injures pour mon personnage de Farve dans Myriande, qui parle saperfouille, cornachias, pétarafion, plein d'expressions comme ça qui m'ont beaucoup amusé, mais qui donnent une couleur aussi particulière au personnage, qui le rendent plus sympathique, qui le rendent plus vivant. Un autre personnage qui va s'adresser de manière plus sarcastique, plus cynique, avec des réparties beaucoup plus sèches. Tout ça fait partie de la crédibilité de l'univers que vous allez créer. Et les dialogues, c'est ce qui rend votre récit le plus vivant possible. Et plus il y en a, plus on accroche l'intérêt, la curiosité, la passion du lecteur. Il ne faut absolument pas négliger ces dialogues. Ce sont ceux qui vont amener toute la véracité, toute la fraîcheur à votre œuvre. Je dois dire d'ailleurs que m'est arrivé souvent dans mes relectures de me relire le récit à voix haute, de manière à me rendre compte à l'oreille si les mots sonnaient justes, que ce soit pour la narration ou pour les dialogues. C'est vrai que quand on l'entend de ses propres oreilles, on se dit « Ah, tiens, ça sonne pas juste, je crois que je vais le revoir ». Et puis d'autres moments où on se dit « Voilà, ça coule vraiment, on sent bien que... on ressent bien les personnages même sans qu'on ait besoin de dire qui parle, parce que justement la manière de faire parler le personnage fait qu'on sait de qui il s'agit. » Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour ce qui est des Rien romans. Il y aurait sans doute un roman de plus à écrire concernant l'écriture d'une œuvre littéraire, mais c'était en tout cas sur ce court laps de temps ce que je pouvais vous dire sur ma propre expérience du sujet, et si ça peut vous aider de votre côté à mieux appréhender le travail d'écriture, ça sera toujours ça de gagner. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je continuerai à vous faire d'autres vidéos et prenez soin de vous, à bientôt.